Chapitre 1. Les ombres du passé. Isaac Swift se tenait au bord du balcon exigu de son appartement, regardant le soleil disparaître derrière les toits de Cleveland. La ville s'étendait sous lui tel un labyrinthe de béton. Chaque lumière représentait des vies qu'il ne toucherait jamais, des rêves qu'il ne partagerait jamais. À 34 ans, Isaac se sentait plus vieux que son âge, conséquence de 2 missions en Afghanistan et du poids des secrets inhérents aux opérations spéciales. Son téléphone vibrait contre la rambarde métallique. Un texto de son ex-femme, Melody Bishop, ne sois pas en retard demain. Danny a demandé de tes nouvelles toute la semaine. Isaac serra les mâchoires. Danny, son fils de 8 ans, était la seule chose pure qui lui restait au monde. Après le divorce 2 ans plus tôt, Melody avait fait de chaque visite un champ de bataille, transformant leur enfant en arme de guerre émotionnelle. Elle s'était remariée rapidement, trop rapidement, avec son frère, Mike Turner, un homme d'affaires local qui possédait plusieurs garages automobiles à travers la ville. La version officielle était que Melody avait perdu l'amour, que le syndrome de stress post-traumatique d'Isaac et ses absences pour déploiement les avaient séparés. La vérité était plus complexe, plus sombre, et Isaac avait choisi de la taire. Pour le bien de Danny, se disait-il. Mais ces derniers temps, cette retenue commençait à s'user. Le parcours militaire d'Isaac était exemplaire, mais classifié. Des opérations de la Delta Force en territoires hostiles, des missions d'extraction jamais médiatisées, et des compétences qui le rendaient précieux pour certains entrepreneurs gouvernementaux. Après sa démobilisation, il avait tenté la voie civile, le conseil en sécurité, l'enquête privée, mais rien n'avait fonctionné. Le monde de l'entreprise lui semblait un peu comme jouer à la maison après des années de décisions de vie ou de mort. Son téléphone sonna. L'identifiant indiquait Marcus Chin, son ancien commandant, actuellement en mission au noir. Vite. Isaac, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Un contrat de 3 semaines en Europe de l'Est. Un bon salaire, et tu connais la chanson. Ne pose pas de questions. Ne laisse aucune trace. Isaac fixa la photo de classe de Danny scotchée sur son réfrigérateur. Je ne peux pas, obligation familiale. Famille. La voix de Marcus exprimait la surprise. Tu parles de l'ex-femme qui a pris la moitié de tes économies et de l'enfant qui te connaît à peine. Le mot le blessait, car il détenait la vérité. C'est compliqué. Tout est compliqué jusqu'à ce qu'on décide de simplifier. Réfléchis rapide. L'offre est valable 48 heures. La ligne fut coupée. Isaac se versa 3 doigts de bourbon et s'installa dans son fauteuil en cuir, le seul meuble qu'il s'était battu pour conserver lors du divorce. Demain, c'était l'anniversaire de Danny, et il avait promis d'être là, même s'il savait qu'il s'aventurerait en territoire hostile. Il ouvrit son ordinateur portable et parcourut les publications de la famille de Melody sur les réseaux sociaux. Des photos de Danny jouant au baseball, des dîners de famille dans des restaurants chics, des vacances en Floride, une vie dont Isaac ne faisait pas partie, orchestrée par des gens qui n'avaient jamais caché leur mépris pour lui. Mike Turner apparaissait sur la plupart des photos récentes. Grand, large d'épaules, avec ce sourire facile qui naît de l'absence de choix difficiles. Il était intervenu pendant la période la plus sombre d'Isaac, lorsque les cauchemars le tenaient éveillé et que l'alcool semblait la seule solution. Melody l'avait dépeint comme son sauveur. Le soutien de famille stable qu'Isaac ne pourrait jamais être. Mais Isaac avait fait ses devoirs. Les entreprises de Mike Turner étaient prospères, peut-être trop prospères pour quelqu'un qui avait commencé avec un seul garage et un capital limité. Les rentrées d'argent ne fonctionnaient pas, et l'instinct d'Isaac, aiguisé par des années de collecte de renseignements, lui disait qu'il y avait des couches sous la surface polie de Mike. L'appartement se tut, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation. Isaac termina son bourbon et prit une décision qui allait tout changer. Il ouvrit un dossier crypté sécurisé sur son ordinateur portable, auquel il espérait ne plus jamais accéder. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des photos et des preuves qu'il avait rassemblées pendant la période la plus sombre de son mariage, des polices d'assurance qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser. Demain serait plus qu'une fête d'anniversaire. Ce serait une reconnaissance. Chapitre 2. La tempête se prépare. La maison des Turner se trouvait dans une banlieue aisée. Sa pelouse impeccable et sa façade en briques criaient au succès de la classe moyenne. Isaac gara sa chargée noire à 2 pâtés de maison et marcha, profitant de ce temps pour répertorier les issues de secours et les failles de sécurité, de vieilles habitudes qu'il avait maintenues en vie en territoire hostile. Des rires d'enfants résonnèrent dans le jardin alors qu'il approchait de la porte d'entrée.
Par la fenêtre, il pouvait voir des ballons, des banderoles et une foule de parents qu'il espérait ne plus jamais revoir. La famille de Mélodie l'avait toujours considéré comme un étranger, un soldat brut de décoffrage qui avait réussi à tromper leur précieuse fille en la mariant. La porte s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Mike Turner se tenait là, vêtu d'un polo et d'un pantalon kaki, son sourire aussi faux que des promesses de campagne. « Isaac, content que tu sois venu, mon pote. » La poignée de main de Mike était ferme, territoriale. « Danny a demandé de tes nouvelles toute la matinée. » Isaac força un sourire. « Je ne raterai pas ça. Reviens. » La fête bat son plein. Le jardin était un écrin de la perfection suburbaine. Un château gonflable dominait un coin tandis qu'un barbecue professionnel fumait à proximité. Les enfants couraient partout, le visage peint, tandis que les adultes se groupaient en groupe. Un verre à la main. Isaac repéra immédiatement Danny. Son fils était plus grand que dans ses souvenirs, ses cheveux noirs tombant sur des yeux qui reflétaient ceux d'Isaac. « Papa. » Danny se sépara d'un groupe d'amis et se jeta dans les bras d'Isaac. L'étreinte était sincère, sans la moindre trace de politique. L'espace d'un instant, Isaac oublia tout le reste. « T'as vu le château gonflable ? Oncle Mike l'a loué rien que pour moi. » Oncle Mike. Les mots le blessèrent plus qu'il n'aurait dû. « C'est vraiment cool, mon pote. Joyeux anniversaire. » Isaac lui tendit son cadeau, un hélicoptère télécommandé sur lequel il avait passé 3 jours à faire des recherches. Les yeux de Dee s'illuminèrent en déchirant le papier cadeau. « C'est génial. On peut le faire voler maintenant ?» Après le gâteau, la voix de Mélodie coupa le souffle. Elle s'approcha, vêtue d'une robe d'été qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Isaac. « Isaac, tu as l'air différent. » Il avait perdu du poids depuis leur dernière rencontre. Il avait troqué sa douceur civile contre l'efficacité sobre qui avait caractérisé ses années militaires. Une vie saine. Monsieur, son regard s'attarda sur son visage, cherchant quelque chose. « Eh bien, installez-vous confortablement. » Des plats sur la table. Isaac évoluait dans la foule comme un fantôme. Invisible pour la plupart, mais cataloguant tout. Le frère de Mélodie, Gérard Blair, tenait la cour près du grill, régalant les auditeurs d'anecdotes sur ses dernières entreprises. Les parents de Mélodie, Curtis et Dorothy Stewart, présidaient la table des cadeaux tels des monarques bienveillants. Puis il remarqua les autres, des hommes qui n'étaient pas vraiment à leur place dans cette réunion familiale de banlieue. Ils se tenaient à l'écart, leurs mouvements trop contrôlés, leur attention trop concentrée. Sécurité. L'instinct d'Isaac hurlait des avertissements qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer. Regardez qui a rampé dessous une pierre. La voix de Gérard résonna à travers la cour. Toujours sans emploi et inutile. Isaac. La conversation s'éteignit. Tous les regards se tournèrent vers Isaac, qui sentit le poids familier de la conscience du combat s'abattre sur lui. C'était une embuscade soigneusement orchestrée. Tu vis toujours dans cet appartement minuscule ? Poursuivit Gérard, enhardi par le public. Au moins, tu es cohérent. Des rires parcoururent la famille de Mélodie. Isaac resta silencieux, l'air neutre. En Afghanistan, il avait appris que les prédateurs les plus meurtriers étaient souvent les plus silencieux. Laisse-le tranquille, Gérard. La défense de Mélodie semblait creuse, peringuetée. Je dis juste ce que tout le monde pense. Notre Danny mérite mieux que des visites de week-end avec un soldat déchu. Isaac sentit la petite main de Danny se glisser dans la sienne. Son fils le regardait avec confusion et douleur, essayant de comprendre pourquoi ces adultes étaient cruels. Papa, Danny chuchota en tirant sur la chemise d'Isaac. Oncle Mike a une arme dans sa voiture. Il a dit quelque chose de mal à maman. Le sang d'Isaac se glaça. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Danny. Autour d'eux, les adultes continuaient leur guerre sociale, inconscients de la bombe qui venait d'être larguée. Qu'a-t-il dit, mon pote ? La voix de Danny tremblait sous le poids des secrets d'adultes qu'un enfant ne devrait pas porter. Après le gâteau, il dit, tu ne rentreras pas à la maison, car les mots de Danny s'éteignirent, son attention étant captée par quelque chose derrière Isaac. Isaac se retourna et vit Mike s'approcher avec le gâteau d'anniversaire. 8 bougies vacillaient dans la brise de l'après-midi. La foule se rassembla pour chanter, joyeux anniversaire, tandis qu'Isaac échafaudait des scénarios tactiques. Les mots de son fils résonnèrent, tu ne rentreras pas à la maison.
Tandis que le gâteau était coupé et distribué, l'entraînement militaire d'Isaac s'accéléra. Il compta les sorties, nota la position des amis de Mike et calcula les temps de réaction. Quoi qu'il en soit après le gâteau, Isaac serait prêt. Mais d'abord, il devait mettre Danny en sécurité. Chapitre 3. La patience du chasseur. Isaac s'excusa pour aller aux toilettes, mais se glissa dans le bureau de Mike. La pièce riait de l'eau de Cologne coûteuse et du désespoir. Des livres reliés en cuir jamais ouverts. Des récompenses pour services rendus à la communauté qui ressemblaient à des accessoires. L'œil exercé d'Isaac balayait l'espace, cataloguant les détails. Un coffre-fort à armes se trouvait dans un coin, sa serrure numérique clignotait en rouge. Sur le bureau, l'ordinateur portable de Mike était ouvert, affichant ce qui ressemblait à des manifestes d'expédition. Isaac mémorisa les noms des entreprises avant de se diriger vers un classeur qui ne contenait que des documents commerciaux légitimes. Un bruit de pas dans le couloir ramena Isaac à la fenêtre, feignant d'admirer la vue. Mike entra quelques instants plus tard, sa façade se défaisant enfin. Il profite de la fête, Isaac. Danny a l'air heureux. C'est l'essentiel. Mike referma la porte derrière lui et Isaac remarqua le léger clic de la serrure. Il faut qu'on parle de toi, et si tu allais plus loin? Trouver un autre endroit pour construire ta vie. Isaac se détourna de la fenêtre, l'air neutre. C'est l'état d'origine de Danny. Je ne vais nulle part. Tu vois, c'est là que tu te trompes. Mike s'installa à son bureau, la main posée près d'un tiroir qui contenait probablement une arme. Mélodie a trouvé le bonheur. Le vrai bonheur. Et tu es comme un fantôme qui hante son passé. Je suis le père de Danny. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu n'es qu'un type qui débarque 2 fois par mois et qui embrouille ce gamin. Isaac en avait assez entendu. Son entraînement militaire lui avait appris à identifier les menaces. Et Mike Turner annonçait le danger à chaque mot. Mais Isaac était patient, un prédateur qui comprenait l'importance du timing. Tu as raison, dit Isaac d'une voix soigneusement dosée. Il est peut-être temps pour moi de passer à autre chose, le soulagement de Mike était palpable. Je suis content que tu sois raisonnable. Après tout, Danny mérite la stabilité. Exactement, et Mélodie mérite d'avancer sans regarder par-dessus son épaule. Isaac hocha la tête pensivement. Il me faudra un peu de temps pour conclure. Peut-être un mois. Un mois, ça me va. Généreux, même. Alors qu'Isaac tendait la main vers la poignée de la porte, la voix de Mike l'arrêta. Isaac, cette conversation, ça reste entre nous, pas vrai? Inutile de contrarier Mélodie ou Danny avec des détails. Isaac se retourna et, l'espace d'un instant, Mike vit quelque chose dans ses yeux qui le fit reculer. Puis Isaac sourit. Ce sourire froid et prédateur qui avait été la dernière chose que beaucoup d'ennemis avaient vue. Bien sûr, notre petit secret. Isaac rejoignit la fête, son attitude inchangée, mais son esprit s'emballant. Il passa l'heure restante à jouer le rôle de l'ex-mari vaincu, acceptant les conseils condescendants des proches de Mélodie tout en cataloguant intérieurement chaque détail qui pourrait s'avérer utile plus tard. Danny s'accrocha à lui tandis que la fête touchait à sa fin, sentant quelque chose que son jeune esprit ne parvenait pas à exprimer. On se voit le week-end prochain, papa? Sois sûr, mon pote. En retournant à sa voiture, Isaac sentit des yeux le suivre. L'équipe de sécurité de Mike était professionnelle, mais pas invisible, pas pour quelqu'un ayant le même passé qu'Isaac. Il rentra chez lui par un chemin détourné, confirmant la filature, puis la perdant dans le quartier industriel qu'il connaissait comme un échiquier. De retour à son appartement, Isaac étala des photos de surveillance sur la table de sa cuisine. Des images qu'il collectionnait. Depuis des mois. Une assurance contre un jour comme celui-ci. Mike Turner, Mélodie, Gérard Blair et plusieurs autres acteurs clés de ce qu'Isaac comprit alors comme une campagne soigneusement orchestrée visant à l'écarter définitivement de la vie de Dee. Son téléphone vibra. Un SMS de Marcus Chin. L'offre expire dans 6 heures. Oui ou non? Isaac fixa la photo de Danny, puis les preuves étalées devant lui. Marcus lui proposait une évasion, une chance de disparaître dans le monde des ombres où les compétences d'Isaac étaient valorisées et son passé un atout plutôt qu'un fardeau. Mais fuir signifierait abandonner Danny à des gens qui le considéraient comme un bien à gérer. Et Isaac Swift n'avait jamais abandonné une mission. Il répondit, à plus tard. J'ai des affaires locales à régler d'abord.
La vraie guerre ne faisait que commencer. Chapitre 4. La toile se défait. Isaac passa les 3 jours suivants à se transformer en fantôme. Il utilisa les compétences acquises en territoires hostiles pour surveiller les opérations de Mike Turner, cartographiant les schémas et identifiant les faiblesses. Ce qu'il découvrit donna à l'avertissement de Danny pour son anniversaire une dimension sinistre. Les ateliers de réparation automobile de Mike étaient des façades, des opérations sophistiquées de blanchiment d'argent qui servaient à traiter l'argent des réseaux de trafic de drogue du Midwest. Les agents de sécurité présents à la fête n'étaient pas des gardes du corps, mais des hommes de main alloués ayant des liens avec des familles du crime organisé de Détroit et de Chicago. Mélodie n'était pas une simple spectatrice innocente. Les dossiers financiers auxquels Isaac avait accès par des canaux qui n'existaient pas officiellement montraient son implication active dans le monde des affaires. Son diplôme d'infirmière offrait une couverture parfaite pour le traitement médical des associés moins légitimes de Turner. Le plan pour éliminer Isaac ne visait pas la garde de Danny, mais la protection d'une entreprise criminelle valant des millions. L'expérience militaire d'Isaac et ses talents d'enquêteur faisaient de lui une menace qu'il ne pouvait ignorer ni contrôler. Jeudi soir, Isaac était assis dans sa voiture devant un entrepôt de l'est de la ville. Il regardait Mike faire des affaires avec des hommes qui se comportaient comme des soldats, mais qui portaient leur criminalité comme de l'eau de Cologne. Grâce à un équipement de surveillance de qualité militaire, il enregistrait des conversations qui enverraient la moitié de la communauté clandestine de Cleveland en prison fédérale. Mais Isaac ne s'intéressait pas à la justice. Il voulait se venger. Son téléphone sonna. Le numéro de Mélodie. Isaac, on doit parler de quoi? De nous. De Danny. D'aller de l'avant. Sa voix était d'une chaleur artificielle. Le genre d'émotion forcée qui précède une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. Pas au téléphone. Tu peux me voir demain? Il y a un café sur Uccle Avenue, près de l'université. Privé de liberté. Isaac connaissait l'endroit. Plusieurs sorties. Assez publiques pour décourager la violence. Assez isolées pour une conversation privée. Quelle heure? 14 heures. J'arrive. Après avoir raccroché, Isaac fixa son reflet dans la vitre de la voiture. Mélodie était utilisée. Probablement promis qu'Isaac disparaîtrait sans causer de problème. Elle ignorait totalement qu'elle était mariée à un prédateur pour qui le meurtre n'était qu'une dépense professionnelle parmi d'autres. Le lendemain matin, Isaac rendit visite à un vieil ami de son unité Delta Force, Russell Pearson, qui dirigeait désormais une entreprise de sécurité spécialisée qui s'adressait à des clients qui posaient peu de questions et payaient bien pour leur discrétion. Isaac Swift. Russell sourit en se serrant la main dans son bureau du centre-ville. J'ai entendu dire que tu jouais à la maison en banlieue. La maison a été saisie. J'ai besoin de matériel. L'expression de Russell prit un ton professionnel. Quel genre de matériel? Le genre qui n'existe pas sur le papier. Et j'ai besoin d'une équipe. 3 hommes, des professionnels prêts à travailler hors des sentiers battus. Jusqu'où? Isaac soutint son regard. Autant que nécessaire, Russell hocha lentement la tête. Budget, quoi qu'il en coûte. J'ai des moyens. Délai de 72 heures. Terminé. Mais Isaac, quoi que tu prévois, assure-toi de pouvoir en assumer les conséquences. Le monde de l'ombre ne propose pas de séance de thérapie. Isaac quitta le bureau de Russell avec un sac de sport contenant du matériel de surveillance, des armes et des appareils de communication à rendre jalouse la plupart des agences de renseignement. Son téléphone affichait 2 appels manqués de l'école de Danny. Apparemment, son fils avait posé des questions au professeur sur les armes et si les pères pouvaient être blessés. La réunion au café avec Mélodie était une pièce de théâtre, une représentation soigneusement scénarisée où elle jouait l'ex-femme inquiète en quête de réconciliation. Isaac joua son rôle à la perfection. Le soldat brisé acceptant la défaite avec grâce. J'ai repensé à ce que Mike avait dit. Isaac commença à ajouter du sucre dans du café qu'il refusait de boire. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que Danny a besoin de stabilité. Le soulagement envahit le visage de Mélodie. Je suis si heureuse que tu comprennes. Il ne s'agit pas de te punir, Isaac. Il s'agit de ce qui est le mieux pour tout le monde. Je sais. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour Danny. Alors, tu envisageras de déménager, peut-être de trouver du travail dans un autre état. Isaac hocha la tête pensivement. En fait, j'aurais peut-être trouvé quelque chose.
Un contrat gouvernemental à l'étranger. À l'étranger? Mélodie ne pouvait cacher son excitation. Pour combien de temps? Une mission à durée indéterminée. Peut-être des années. Et tu serais prêt à le faire pour le bien de Dee? Pour le bien de Dee, confirma Isaac en la regardant en analyser les conséquences. Un père disparu à l'étranger pourrait avoir des accidents, des rencontres avec des criminels étrangers, des situations qui laisseraient des enfants orphelins et des belles-mères libres de prendre un nouveau départ. Quand partirais-tu? Bientôt. Ce week-end, peut-être. Mélodie tendit la main par-dessus la table et lui toucha la main. Un geste qui autrefois aurait signifié quelque chose. Je pense que tu fais le bon choix, Isaac. Le choix courageux. Alors qu'ils se séparaient sur le parking, Isaac se demanda si elle croyait vraiment à ses propres paroles ou si une part d'elle-même comprenait les forces auxquelles elle s'était ralliée. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Le compte à rebours avait commencé. Chapitre 5. Le gambit du prédateur. L'appartement d'Isaac avait été transformé en centre de commandement. Des cartes militaires couvraient les murs, indiquant les emplacements, les annotations temporelles et les notes tactiques. L'équipe de Russell avait livré du matériel qui transformait l'espace en un centre de surveillance sophistiqué capable de surveiller les communications à travers la ville. Les 3 hommes que Russell avait recrutés étaient des spécialistes, Edmund Copeland, un ancien Navy SEAL expert en démolition, Martin Valdez, un ancien rangé de l'armée spécialisé en guerre électronique, et Perry Hao, un tireur d'élite des marines dont la carrière civile avait été interrompue par un malheureux incident impliquant un procureur corrompu. Messieurs, Isaac s'adressa à son équipe vendredi soir. Nous ne nous contentons pas de planifier une opération. Nous orchestrons une symphonie de conséquences. La liste des cibles était exhaustive. Mike Turner et son entourage, les fonctionnaires corrompus qui ont permis ces opérations et le réseau de criminels qui prenaient Cleveland pour leur terrain de jeu. Mais le plan d'Isaac allait au-delà de la simple élimination. Il voulait qu'ils comprennent qu'ils avaient commis l'erreur de menacer son fils. La phase 1 commence ce soir. Isaac continua en désignant des photos éparpillées sur la table de sa cuisine. Nous allons retourner leur paranoïa contre eux. Edmund examina les photos de surveillance de l'entrepôt. Ces types ont une formation militaire professionnelle, un bon équipement, des protocoles établis, ce qui les rend prévisibles, répondit Isaac. Martin, j'ai besoin que tu infiltres leur réseau de communication. Chaque appel, chaque SMS, chaque murmure numérique est déjà enregistré. Martin sourit en désignant la configuration de son ordinateur portable. Ces amateurs pensent que le cryptage consiste à utiliser l'anniversaire de leur petit ami comme mot de passe. Harry, j'ai besoin d'une surveillance sur la maison de Turner et l'entrepôt principal. Tout mouvement, tout écart par rapport aux schémas habituels. Bien reçu. Et les dommages collatéraux? L'expression d'Isaac se durcit. Les civils sont hors d'atteinte. Il s'agit de justice, pas de terrorisme. L'équipe passa les 6 heures suivantes à finaliser les détails, à vérifier le matériel et à préparer les imprévus. À minuit, ils partirent. Ombre déterminée, prédateur précis. La guerre électronique de Martin commença en premier. De fausses communications inondaient le réseau de Turner. Des ordres contradictoires. Des rapports de gangs rivaux s'attaquant à eux. Des renseignements suggéraient l'imminence de raids des forces de l'ordre. À l'aube du samedi, l'organisation de Turner était rongée par la suspicion et la peur. Isaac, depuis une camionnette volée, observait l'équipe de sécurité de Turner se démener d'un endroit à l'autre, traquant des menaces fantômes qui n'existaient que dans leur imagination paranoïaque. La beauté de la guerre psychologique résidait dans son efficacité. Les ennemis s'autodétruisaient tandis que vous restiez invisible. Son téléphone sonna. Encore Mélodie. Isaac, il se passe quelque chose. Mike agit bizarrement. Il parle de menaces de sécurité. Il veut que Danny reste chez mes parents ce week-end. Parfait. Isaac avait compté sur la paranoïa de Turner pour la protéger de la suite. Sûrement juste le stress du travail, répondit Isaac. Ces types d'affaires s'énervent pour un rien. Peut-être. Mais Isaac, si quelque chose arrivait, s'il y avait une urgence, comment pourrais-je te joindre? De quelle urgence aurais-je besoin? Je ne sais pas. Mike a parlé de gens qui pourraient vouloir du mal à notre famille. Des gens de son passé. Isaac faillit rire.
Turner était tellement plongé dans ses mensonges qu'il ne faisait pas la différence entre les menaces réelles et celles fabriquées de toutes pièces. Je garderai mon téléphone allumé, mais Mélodie, si ça devient effrayant, emmène Danny chez tes parents. N'attends pas la permission. Tu crois que je devrais m'inquiéter? Je pense que l'instinct maternel a généralement raison. Après avoir raccroché, Isaac regarda sa montre. La phase 2 commencerait dans 6 heures. Juste le temps que la paranoïa de Turner atteigne un pic. La voix d'Edmond grésilla dans la radio. Patron, il y a du mouvement à l'entrepôt. On dirait qu'ils évacuent les lieux. Confirmé, ajouta Perry depuis sa position de sniper. Des véhicules partent avec des cartons contenant ce qui semble être de la documentation. Ils brûlent des dossiers sur le parking. Isaac sourit. Turner détruisait les preuves de crimes qui n'avaient pas encore été commis, effaçant les liens qui n'existaient que dans son esprit effrayé. La belle ironie était qu'en essayant de se protéger de menaces imaginaires, Turner éliminait les preuves mêmes qui auraient pu le protéger de menaces réelles. À toutes les unités, maintenez la surveillance, mais n'engagez pas le combat. Laissez-les s'épuiser. Le soir venu, l'organisation de Turner était en plein désarroi. Les équipes de sécurité avaient abandonné leur poste. Les opérations financières étaient au point mort, et le réseau de fonctionnaires corrompus qui avait permis l'opération prenait ses distances avec ce qu'il percevait comme un navire en perdition. Le téléphone d'Isaac affichait 17 appels manqués de numéros qu'il ne reconnaissait pas, et 3 messages vocaux affolés de Mélodie, mais il ne répondit pas. Les fantômes ne répondaient pas au téléphone, et Isaac Swift devenait plus dangereux que n'importe quel fantôme. Il devenait un cauchemar avec un plan. Chapitre 6. La tempête éclate. Le dimanche matin arriva avec un tonnerre inhabituel, comme si la nature elle-même pressentait la violence qui montait à l'horizon de Cleveland. Isaac était assis dans son poste de commandement, observant les images en direct des caméras que son équipe avait positionnées autour des derniers bastions de Turner. La guerre psychologique avait parfaitement fonctionné. L'organisation de Turner perdait du personnel et des ressources tout en pourchassant les fantômes. Martin leva les yeux de son réseau de communication. Patron, j'intercepte des conversations concernant une réunion ce soir. Turner appelle un homme de main extérieur de Détroit. Combien? Au moins une douzaine. Des professionnels. Ce ne sont pas des voyous. Isaac hocha la tête. Turner s'intensifiait, ce qui signifiait que la fin de la partie approchait plus vite que prévu. Harry, quelle est la situation chez Turner? Mélodie est partie avec des valises il y a 1 heure. On aurait dit qu'elle pleurait. Aucun signe de l'enfant. Bien. Danny était en sécurité avec ses grands-parents, loin de ce qui allait arriver. Isaac avait un dernier préparatif à faire. Il se rendit à l'école de Danny, sachant que son fils ne serait pas là, mais désireux de voir l'endroit où son fils passait ses journées. La cour de récréation était vide, les balançoires s'agitant dans le vent de tempête comme des pendus. Isaac était assis dans sa voiture et enregistrait un message vidéo sur son téléphone. Des mots que Danny entendrait un jour, quand il serait assez grand. Pour comprendre pourquoi son père avait fait certains choix. Dis donc, mon pote, commença Isaac d'une voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Si tu regardes ça, c'est que j'ai dû partir un moment, peut-être pour toujours. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais créée, et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Il marqua une pause, regardant un bus scolaire s'arrêter sur le parking vide. Un chauffeur vérifiait les itinéraires pour lundi matin, inconscient de la guerre qui se préparait autour de lui. Ta mère? Elle a fait des erreurs, s'est impliquée avec des gens mauvais, mais elle t'aime aussi à sa manière. Ne la déteste pas pour ses choix. Les gens font des bêtises quand ils ont peur. Le tonnerre gronda au-dessus de sa tête, et Isaac sentit les premières gouttes de pluie contre son pare-brise. Sois fort, Danny. Sois meilleur que ton père. Et n'oubliez pas, parfois, les gentils doivent faire le mal pour protéger ceux qu'ils aiment. Isaac a arrêté l'enregistrement et l'a téléchargé sur un serveur sécurisé programmé pour envoyer le message à l'adresse email de Danny le jour de ses 18 ans. Quoi qu'il arrive ce soir-là, son fils finirait par comprendre. Au coucher du soleil, l'équipe d'Isaac s'est réunie pour les derniers briefings. Le plan était élégant dans sa simplicité. Il laisserait arriver les renforts de Turner, puis démantèlerait systématiquement son opération en faisant passer cela pour une guerre des gangs qui a mal tourné. Au matin, l'empire criminel de Turner serait réduit en cendres,
et Isaac serait dans un avion pour un endroit chaud et intraçable. Souvenez-vous, Isaac s'est adressé à son équipe. Turner et son entourage sont des cibles prioritaires. Les affaires des autres. Edmund a vérifié une dernière fois son kit de démolition. Et sa femme? Mélodie n'est pas une combattante. Elle est une victime collatérale de ses propres choix. Et si elle se met en travers de leur chemin, le visage d'Isaac se glaça. Puis elle apprend que les actes ont des conséquences. L'équipe se mit en route tandis que l'obscurité totale tombait, se répandant sur la ville comme des instruments de jugement. Isaac ressentit le calme familier qui précédait les opérations de combat. L'étrange paix qui accompagnait un engagement absolu dans une ligne de conduite. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui parvint. Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous préparez. Partez maintenant ou tous ceux que vous aimez périront. Isaac montra le message à Martin qui le traça en quelques secondes. Il passa par Proxy, mais le point d'origine était l'entrepôt de Turner. Il désespérait. La voix du chef Perry grésillait à la radio. Les gros bras de Détroit venaient d'arriver. 12 véhicules, formation professionnelle. Ces gars-là savent ce qu'ils font. Isaac regarda sa montre. 21h47. Dans 13 minutes, le cauchemar de Turner allait devenir réalité. À toutes les unités, dernière vérification des armes. Ceci n'est pas un exercice, messieurs. Ce soir, nous rappelons à Cleveland pourquoi certaines personnes ne devraient jamais être menacées. Tandis qu'Isaac manipulait son fusil, il pensait à Danny dormant en sécurité chez ses grands-parents, rêvant d'innocence pendant que son père s'apprêtait à peindre la ville en rouge. Demain apporterait son lot de questions, d'enquêtes et de conséquences. Mais ce soir, c'était la vengeance. La tempête allait éclater, et Isaac Swift en était l'architecte. Chapitre 7. Sang et tonnerre. Le quartier des entrepôts sombra dans le chaos à 22 heures précises. L'équipe d'Isaac frappa simultanément de 3 directions, transformant les renforts de Turner en confusion et en tirs amis. Les explosifs d'Edmond éliminèrent les gardes du périmètre tandis que Martin brouillait toutes les communications, laissant l'armée de Turner aveugle et morte. Isaac avançait dans l'obscurité comme la mort elle-même. Son entraînement militaire se mêlait à sa fureur personnelle pour former quelque chose d'inhumain. La première équipe de sécurité ne l'avait jamais vu venir. 4 professionnels réduits à l'état de cadavre en autant de secondes. La deuxième équipe résista plus longtemps, mais mourut tout aussi silencieusement. Le fusil de précision de Perry siffla depuis sa position surélevée. Chaque tir éliminait les menaces avant qu'elles ne mettent en danger les civils dans les bâtiments voisins. Ce n'était pas de la violence aveugle. C'était une précision chirurgicale appliquée avec une intention meurtrière. À l'intérieur de l'entrepôt, Turner se barricada avec ses lieutenants restants, hurlant des ordres que personne n'entendait à cause des interférences électroniques de Martin. Les renforts de Détroit étaient piégés dans un bâtiment devenu leur tombeau, luttant contre des ennemis invisibles, tandis que leurs voies de fuite brûlaient autour d'eux. Isaac trouva Gérard Blair recroquevillé dans un placard, sa bravade passée remplacée par les gémissements d'un homme qui n'avait jamais affronté de véritable violence. « S'il vous plaît, supplia Gérard. J'ai de l'argent. Quel que soit le montant qu'il vous verse, je le double. » Ce n'est pas une question d'argent, répondit Isaac, sa voix empreinte de la froide certitude du jugement. C'est une question de respect, le cri de Gérard résonna dans l'entrepôt avant d'être interrompu. Pendant ce temps, Mélodie était assise dans sa voiture devant la maison de ses parents, paralysée par la prise de conscience croissante d'avoir épousé un monstre. Les appels téléphoniques frénétiques de Mike avaient brossé un tableau de guerre dans les rues, avec des ennemis se rapprochant de tous côtés. Mais en regardant les informations sur les explosions et les coups de feu à travers la ville, elle commença à comprendre qui était le véritable ennemi. Son téléphone sonna. Le numéro d'Isaac. Où est Danny? Sa voix était différente. Plus froide, plus concentrée qu'elle ne l'avait jamais entendu. Il est sain et sauf. Isaac, que se passe-t-il? Demande Mike. Mike dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges. Est-ce toi qui fais ça? Un silence s'installa entre eux, empli du bruit lointain des sirènes et des explosions. Tu avais le choix, Mélodie. Tu as fait le mauvais choix. Danny a besoin de sa mère. Danny a besoin d'être protégé des choix de sa mère. La ligne fut coupée. Mélodie essaya de rappeler, mais le téléphone d'Isaac tomba directement sur la messagerie. Un enregistrement qui entrait ses rêves.
Ici Isaac Swift. Si tu entends ce message, soit je suis mort, soit je suis aux prises avec des gens qui menacent ma famille. Quoi qu'il en soit, tu en subiras les conséquences. De retour à l'entrepôt, Turner livra son dernier combat dans un bureau renforcé. Entouré par le dernier de ses fidèles soldats, Isaac a franchi la pièce comme un ange vengeant, se déplaçant à travers des coups de feu avec une grâce surnaturelle. Un par un, les protecteurs de Turner sont tombés jusqu'à ce que seuls les deux hommes soient restés. Vous ne comprenez pas, plaida Turner, saignant de plusieurs blessures. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a des gens puissants, qui viendront pour vous. Laissez-les venir, a répondu Isaac, s'approchant avec la patience d'un prédateur. Je tue des gens puissants depuis avant que vous n'appreniez à compter l'argent sale. Votre fils grandira sans père. Mon fils grandira en sachant que son père le protégeait des monstres. La fin de Turner est venue rapidement, trop rapidement pour la souffrance qu'il avait causée. Mais Isaac était pratique sur sa vengeance. La mort était la destination. Le voyage n'était pas pertinent. Alors que Siran gémissait plus près, l'équipe d'Isaac a exécuté son plan d'extraction. Les derniers explosifs d'Edmond ont effacé les preuves tandis que la guerre électronique de Martin a continué à aveugler l'application des lois. Perry a fourni Overwatch alors qu'il se fondait dans les ombres de la ville. À minuit, l'empire criminel de Turner était éteint. 12 bâtiments avaient brûlé, 43 criminels étaient morts et que le métro de Cleveland a été rappelé que certaines frontières ne devraient jamais être franchies. Isaac se tenait sur le balcon de son appartement une dernière fois, regardant la ville brûler. Demain apporterait des enquêtes, des questions et une chasse à l'homme qui s'étendrait sur les continents. Mais ce soir, la justice avait été rendue avec précision militaire. Son téléphone a montré 37 appels manqués de Mélodie et un seul SMS à partir d'un numéro crypté. Extraction en 30 minutes. Rouf. Marcus Chin avait tenu parole. L'évasion était possible si Isaac était prêt à disparaître pour toujours. Le choix entre la liberté et la paternité a fait signe. Chapitre 8. Le prix du calcul. Isaac a emballé sa vie dans 2 sacs à duffel. L'efficacité militaire s'appliquait à l'existence civile. Des photographies de Danny, des documents officiels qui ont prouvé qu'Isaac Swift avait autrefois existé, et des armes qui l'aideraient à survivre tout ce qui est venu. L'appartement qui avait été sa maison serait bientôt une scène de crime, analysée par des enquêteurs fédéraux qui ne trouveraient que des ombres et des questions. Son téléphone sécurisé a sonné. Russell Pearson. Isaac, tout ce que vous avez fait ce soir à la moitié du FBI en direction de Cleveland. Mes contacts disent que cela ressemble à une action militaire étrangère. Bon. Laissez-les chasser les fantômes. L'équipe est sécurisée. Edmund et Perry sont déjà en l'air. Martin essuyage ses empreintes électroniques. Mais Isaac, c'était la terre brûlée. Il n'y a pas de retour de cela. Isaac regarda la photo de l'école de Danny une dernière fois. Je sais. Votre fenêtre d'extraction se ferme en 15 minutes. Marcus Chin n'attend personne. Je le sais aussi. Après avoir terminé l'appel, Isaac s'est assis sur sa chaise en cuir et a ouvert son ordinateur portable. Le Danny Swift College Fund contenait 2,8 millions d'argent accumulés par des investissements légitimes et des contrats moins légitimes. Avec quelques touches, il a tout transféré sur un compte contrôlé par les grands-parents de Danny ainsi que des instructions détaillées pour l'éducation et les soins du garçon. La note qu'il a laissée était simple. Pour l'avenir de mon fils. Il mérite mieux que les choix que ses parents ont faits. Le téléphone d'Isaac a bourdonné d'alertes de nouvelles. L'incendie d'entrepôt était appelé la pire violence de gang de l'histoire de Cleveland. Les agences fédérales prenaient le contrôle de l'enquête, le traitant comme un terrorisme potentiel. Mélodie Turner était interrogée sur les activités commerciales de son mari. Alors que Danny est resté en toute sécurité avec ses grands-parents, protégé par l'ignorance de la tempête que son père avait déchaînée. Un coup à la porte a interrompu les dernières préparations d'Isaac. Il s'est approché avec une arme tirée, mais la voix qui a appelé était inattendue. « Papa, tu es là-dedans » Danny. D'une manière ou d'une autre, son fils de 8 ans avait trouvé son chemin jusqu'à ce moment de calcul. Isaac ouvrit la porte pour trouver Danny debout dans le couloir, des larmes coulant sur son visage, serrant une petite valise. « Grand-père m'a amené ici. » Il a dit, « Vous partez peut-être pour toujours. » Isaac s'agenouilla au niveau de Danny, son cœur se brise avec le poids des choix qui ne pouvaient pas être défaits.
Comment êtes-vous arrivé ici, mon pote? Grand-père est dans la voiture. Il a dit, vous étiez un homme bon qui devait faire de mauvaises choses pour protéger les gens. Il a dit, je devrais décider si je voulais dire au revoir. Curtis Stewart, le père de Melody, avait été un vétéran du Vietnam qui comprenait le poids de la violence nécessaire. D'une manière ou d'une autre, il avait vu à travers le chaos pour reconnaître ce qu'Isaac avait été forcé de devenir. Danny, écoute-moi très attentivement. Je t'aime plus que tout dans ce monde. Tout ce que j'ai fait pour vous garder en sécurité. De l'oncle Mike. De l'oncle Mike et des gens comme lui. De mauvaises personnes qui blessent les familles. Danny essuya son nez avec sa manche. Vous partez comme les soldats à la télévision? Ceux qui ne rentrent pas à la maison. Isaac sentit son sang-froid craquer. Peut-être. Probablement. Puis-je venir avec vous? L'innocence de la question a détruit les défenses émotionnelles restantes d'Isaac. Non, mon pote. Là où je vais, les enfants ne peuvent pas suivre. Mais un jour, quand vous aurez grandi, nous nous retrouverons peut-être à nouveau. Promesse. Isaac regarda dans les yeux de son fils, miroir, mais rempli d'espoir au lieu de rage. Je promets que j'essaierai. Ils se sont embrassés dans l'embrasure de la porte tandis que les sirènes gémissaient au loin, et les hélicoptères tournaient au-dessus. Isaac a mémorisé le moment. Les bras de son fils autour de son cou. L'odeur de l'innocence d'enfance. Le poids de l'amour qui rendait tous les autres sacrifices significatifs. Je dois y aller maintenant, chuchota Isaac. Je sais, Danny recula, essayant d'être courageux. Voulez-vous penser à moi? Tous les jours. Voulez-vous écrire des lettres quand je le pourrai? Danny tendit la main dans sa poche et sortit un petit soldat jouet, un Isaac lui avait donné il y a des années. Prenez ceci pour vous souvenez que vous êtes l'un des bons gars. Isaac a accepté le jouet, sa vision se brouillant avec des larmes non lasses. Je vais le chérir. Alors que Danny revenait vers la voiture de son grand-père, Isaac a ressenti tout le poids de ses choix. Il avait choisi la vengeance sur la famille, la justice sur l'amour, les conséquences sur le pardon. La ville était plus sûre avec l'empire criminel de Turner détruit, mais le coup était tout ce qu'Isaac appréciait le plus. Le point d'extraction sur le toit a fait signe. L'hélicoptère de Marcus Chin, déjà visible contre les nuages de tempête. Isaac pourrait disparaître dans le monde de l'ombre, devenir quelqu'un d'autre, recommencer dans un endroit où Isaac Swift n'avait jamais existé. Mais en regardant la petite silhouette de son fils disparaître dans la nuit, Isaac se demandait si la survie valait le prix de son âme. L'hélicoptère a atterri alors qu'Isaac atteignit le toit, ses rotors fouettant la pluie et les débris dans un maelstrom qui correspondait à son état émotionnel. Marcus Chin s'est assis sur le siège du pilote, faisant un geste de toute urgence pour Isaac de monter à bord. Il est temps d'y aller, frère. Toute la ville est sur le point d'être verrouillée. Isaac est monté à bord, mais alors que l'hélicoptère se déversait, il a jeté un dernier coup d'œil à Cleveland, la ville où il avait trouvé l'amour, l'avait perdu et a appris que certaines trahisons exigeaient le paiement sanguin. Ci-dessous, des lumières d'urgence peintent la nuit en rouge et en blues. Alors que quelque part dans l'obscurité, son fils a commencé une vie façonnée par le fantôme d'un père qui a choisi la guerre au pardon. Chapitre 9. L'ombre longue. 3 ans plus tard, Isaac Swift n'existait que dans les fichiers classifiés et les affiches recherchées. L'homme qui a disparu de Cleveland était devenu quelqu'un d'autre. Nouveau nom, nouveau visage, gracieuseté des chirurgiens de qualité militaire. Nouveau objectif dans l'ombre entre les nations. Le réseau de Marcus Chin avait utilisé pour les soldats qui comprenaient que la justice nécessitait parfois des violences non officiellement sanctionnées. Mais Danny Swift n'a jamais été loin de ses pensées. Isaac, s'appelant maintenant Thomas Kane, s'est assis dans un café à Prague, lisant American News sur une tablette cryptée. L'enquête Turner s'était terminée avec 12 actes d'accusation fédéraux et une restructuration complète des agences d'application de la loi de Cleveland. Melody avait fait un comptoir négocié à des accusations d'accessoires, servant 2 ans de sécurité minimale avant de déménager chez sa sœur dans l'Oregon. Danny, maintenant âgé de 11 ans, vivait avec ses grands-parents et fréquentait une école privée financée par la fiducie anonyme qu'Isaac avait établie. Selon des rapports soigneusement obtenus, le garçon était en plein essor, étudiant à la courroie d'honneur, capitaine de l'équipe de baseball, ne montrant aucune des ténèbres qui avaient consommé la génération de ses parents. Le téléphone d'Isaac a bourdonné d'un message crypté. Le colis nécessite la livraison.
Prague à Baltimore, fenêtre de 48 heures. Le travail ne s'est jamais arrêté. Il y avait toujours un autre fonctionnaire corrompu à éliminer. Un autre réseau criminel à démanteler, une autre mission qui a obligé une personne disposée à franchir des lignes qui n'existaient pas officiellement. Isaac était devenu efficace. Décès livré avec précision chirurgicale. La justice a servi sans tribunaux ni jury. Mais le succès dans le monde de l'ombre est venu avec ses propres coups. Le sommeil a provoqué des cauchemars où Danny a demandé pourquoi son père avait choisi la vengeance sur sa famille. Des moments calmes remplis de poids d'isolement qui provenaient d'être quelqu'un qui ne pourrait jamais rentrer chez lui. Isaac a terminé son café et a vérifié sa montre. La mission de Baltimore le prendrait à moins de 300 mètres de Cleveland, assez proche pour voir Danny à distance, assez loin pour maintenir la sécurité du garçon. Il s'était promis qu'il ne le ferait pas. La vie qu'il avait choisie nécessitait une séparation complète de son passé. Mais l'amour parental était plus fort que la discipline professionnelle, et Isaac s'est retrouvé à réserver des vols qui le ramèneraient à la maison. 2 jours plus tard, Isaac était assis dans une voiture de location à l'extérieur de l'école de Danny, regardant son fils émerger de l'entraînement du baseball. Le garçon était devenu grand et maigre, ses mouvements portant la grâce confiante de la jeunesse non marquée par les trahisons des adultes. Danny rit avec ses coéquipiers, épaula son sac d'équipement et se dirigea vers la voiture d'attente de son grand-père sans savoir que son père regardait depuis l'ombre. Pendant 30 minutes, Isaac a mémorisé les détails. La façon dont Danny portait sa casquette inclinée légèrement à gauche, le geste qu'il a fait en expliquant quelque chose avec enthousiasme, le sourire qui était purement sa propre création. Puis, alors que le grand-père de Danny s'éloignait, Isaac a commencé son moteur et s'est préparé à retourner à son exil. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, papa. La voix de Danny, plus âgé mais indubitable. Le monde d'Isaac s'est arrêté. Danny, comment as-tu? Grand-père vous a vu. Il m'a donné votre numéro de téléphone. Il a dit, vous pourriez regarder. Isaac a regardé vers la voiture de Curtis Stewart, s'est arrêté à un feu de circulation à 2 pâtés de maison. Le vieux vétéran leva la main dans un salut subtil. Soldat à soldat, père en père. Ça va, mon pote? Je suis bon. Vraiment bon. Sur un rôle à nouveau ce semestre. Je suis fier de toi. Ça va? Grand-père dit, vous faites un travail important, mais vous ne pouvez en parler à personne. Isaac regarda son reflet dans la fenêtre de la voiture, voyant un étranger avec les yeux de son fils. Je fais ce que j'ai à faire. Quand pouvez-vous rentrer à la maison? La question qui a hanté les rêves d'Isaac, parlait avec la foi innocente selon laquelle les problèmes avaient des solutions, et les familles pouvaient être réparées. Je ne sais pas, Danny. Peut-être jamais. À cause des mauvaises choses que tu devais faire. À cause des choix que j'ai faits, bons et mauvais. Le silence s'étendait entre eux, rempli d'années de séparation et d'amour que cette distance ne pouvait pas diminuer. Papa, je te pardonne pour tout ce que tu faisais. Grand-père a expliqué une partie de l'oncle Mike et les gens qui ne voulaient pas faire de la famille. Je ne sais pas, comprenez Danny, ce que je suis devenu Danny. Vous pouvez peut-être rentrer à la maison. Ligne est devenue morte, laissant Isaac seul avec le poids des choix qui ne pouvaient pas être défaits et l'amour qui refusait de mourir. Quelque part dans l'Oregon, Melody construisait une nouvelle vie sans les conséquences de ses décisions. Quelque part à Cleveland, Danny devenait l'homme que son père espérait pouvoir devenir. Et quelque part dans l'ombre entre les nations, Isaac Swift a continué son travail, rendant justice à ceux qui se pensaient intouchables, portant le poids de la vengeance qui avait sauvé son fils mais lui a coûté tout le reste. La voiture de location s'est éloignée de l'école de Danny alors que la nuit tombait sur Cleveland. Isaac avait un emploi de plus à terminer, une mission de plus dans la guerre sans fin contre ceux qui ont prié les innocents. Mais maintenant, il portait quelque chose de nouveau. Le pardon de son fils a offert librement malgré la compréhension de son coup. Cela ne le ramènerait pas à la maison. Cela ne annulerait pas les choix qui avaient fait de lui un fantôme, mais c'était suffisant pour continuer à se battre pour un monde où Danny pourrait grandir en sécurité. Même si Isaac ne pourrait jamais en faire partie, la promesse du garçon résonnait dans l'obscurité. J'attendrai. Peut-être un jour, quand le Shadow avait réclamé suffisamment de sang, Isaac Swift pouvait cesser de fuir l'amour qui l'avait rendu capable de si belles et terribles choses. Mais jusqu'à ce jour, la chasse a continué. C'est là que notre histoire touche à sa fin.